You, thanks a lot. Okay, can you see the slides? Yes, perfect. Let's go. Okay, I'm going to get going, and sorry for the confusion. I'm Dr. Peter McCullough, and I'm in Dallas, Texas, as a practicing internist in cardiology. I want to just give a couple quick thoughts about what I call COVID truths, about testing, treatment, and vaccines, and just make a few comments regarding censorship. Many of you are there, including Dr. Pierre Kory, who had testified in the U.S. Senate on January 24th, where much of this was revealed. This is the U.S. Senate building. The first point I want to make is there's essentially no asymptomatic spread with COVID-19. These are the two papers that showed asymptomatic spread was negligible. So the important point here is with no asymptomatic spread, it should be apparent to everyone that the only people who ever needed to quarantine or lock down were those acutely ill. The second point is, if there's no asymptomatic spread or negligible, we should not be doing asymptomatic testing before travel, school, work. And now here are the papers. There are many, many papers. This one was the student athletes. This is the NCAA and all the universities. Look at the rate of positivity for doing testing in students. It's 0.44% in the athletes, 0.88% yield over an entire season with the non-athletes. So it's less than 1%, and there's no clinically significant illness there. How about this paper? This is by Connor and colleagues. A large workplace study published in JAMA, 0.35% positivity rate, and 62% of that's false positive. So we should drop asymptomatic testing immediately. It has no meaningful impact in travel, student, or work life, and it should be rejected. It's not supported by the US FDA. Ces articles ne sont pas soutenus, approuvés par l'OMS et la FDA. Troisième chose, l'immunité naturelle collective qui protège contre une maladie grave. C'est un article de Johns Hopkins qui utilise des anticorps positifs. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y avait des patients qui avaient un bon diagnostic clinique avec des tests PCR. 99% d'entre eux avaient des anticorps protecteurs, et ceux qui avaient peut-être le Covid sans test, eh bien 55% d'entre eux avaient des anticorps alors qu'ils n'avaient jamais contracté le virus auparavant. De ce que nous savons, l'immunité collective de l'alpha au delta était fournissait une grande protection, mais ensuite il y a eu le variant Omicron et il semblerait que l'immunité collective va avoir une protection de 60% contre l'Omicron. C'est un article du Qatar qui le montre, mais l'immunité naturelle nous protège contre les hospitalisations, les décès ou le recours au service d'urgence. Donc même si quelqu'un est affecté pour la deuxième fois, il n'y aura pas de symptômes cliniques importants. Et donc il a été dit que rejeter l'immunité naturelle est un précédent dans l'histoire moderne. Toute agence gouvernementale devrait accorder plus de crédit à l'immunité collective, et donc on n'aurait pas besoin de vaccins, parce que les vaccins, lorsqu'ils sont administrés chez ceux qui ont une immunité naturelle, ils peuvent causer des dommages sévères. Alors la COVID-19, c'est une maladie qui peut être traitée. On a parlé des traitements contre la Covid. Voici des articles de 2020 qui proposent une approche de traitement pour la Covid-19. Il y a des principes de précaution, c'est-à-dire que seuls peu de patients vont tester les traitements, mais là il s'agit d'un événement avec beaucoup de morts. Donc il y a également les essais randomisés avec l'utilisation sans planifier la combinaison de différents traitements. Alors, nous avons essayé de détecter des signes davantage, des résultats positifs de toutes les données. Et ensuite, bien sûr, il y a l'utilisation de différents médicaments en combinaison. Donc, tout cela, c'est basé sur ce qui a été fait dans les hôpitaux.
mais trop tard. Il y a une phase critique de la maladie sur laquelle nous sommes focalisés et donc j'ai travaillé avec d'autres collègues qui sont tous penchés sur tout cela et c'est une question de timing, d'application virale. Vous voyez, on voit la thrombose, on voit des symptômes, et ce que je voulais vous dire, c'est regardez le risque de mortalité. Il y a 14 jours, nous avons 14 jours pour agir avant que le risque n'augmente. Donc ça, c'est ce que l'étude nous dit. Et donc la réponse, vous le voyez en haut, avec les anticorps antiréviraux et les stéroïdes corporels. Donc il y a plusieurs traitements qui ont été utilisés en combinaison, mais selon mon expérience, les variants Omicron n'ont que des symptômes légers. Voilà pourquoi on peut se limiter à quelques substances seulement dans certains cas. Voici donc un traitement contre la Covid. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela vous montre bien que c'est donc comme vous voyez en haut, donc on a représenté des patients de moins de 50 ans qui sont en bonne santé. Ensuite, on attend, on observe si les symptômes s'aggravent. Nous pouvons utiliser un produit qui est déjà utilisé et il y a plusieurs molécules qui peuvent être utilisées. Il y a de nombreux traitements qui se trouvent sur ces diapositives et ils sont tous raisonnables et reposent sur des études d'observation probantes. On peut utiliser des systèmes d'oxygène à la maison et on peut également administrer des traitements chez les patients, chez eux. Et leur donner de l'oxygène s'il est trop difficile pour eux de respirer. Et il y a eu beaucoup de panique dans les hôpitaux parce que c'est comme si il y avait à chaque fois qu'il y avait un manque de saturation, la famille paniquait. Donc, dans certains cas, il n'y avait pas besoin d'hospitalisation si les patients étaient traités à la maison. Donc cet article montre qu'il y avait une fenêtre de traitement à la maison qui est durant les 3 premiers jours, peu importe le protocole, on n'est pas obligé d'utiliser l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, mais on peut utiliser d'autres traitements et voir qu'il y a ce lien entre ce traitement précoce et des bons résultats. Et maintenant, je vais vous parler des bains de bouche qui... donc ça, ce sont des traitements qui ont été présentés dans les médias. Il y a eu 3 essais randomisés. Et voici les résultats. Il y a eu des patients qui avaient la COVID-19 et ils ont fait donc des bains de bouche tous les 3 heures. Et c'est là que le taux de PCR positif a dégringolé et ensuite le patient n'était plus contagieux. Je pense que c'était une bonne stratégie pour arrêter la contagion. Nous avons besoin de iodine puisque c'était donc la molécule qui se trouvait dans les bains de bouche. Et voici maintenant des données cliniques avec le nombre d'hospitalisations, le besoin en oxygène. Et vous pouvez donc imaginez que tout le monde ait du povidone iodine à la maison, imaginez que tout le monde l'utilise dès le début, imaginez, selon moi, donc ce sont des bains de bouche que l'on peut mettre dans la bouche, recracher, la même chose avec le nez, et cela c'est très efficace pour la COVID-19 ainsi que d'autres infections des voies respiratoires supérieures. Voici la revue de l'AAPS, c'est-à-dire un guide pour le traitement du COVID à la maison. Donc c'est une organisation qui fournit des guides de traitement qui est similaire avec des combinaisons différentes, mais le principal message c'est qu'il faut traiter dès le début. Et
selon moi, les vaccins ne sont pas assez sûrs, ne sont pas assez efficaces. Aux États-Unis, en octobre 2021, il y avait plusieurs millions d'Américains qui avaient déjà été vaccinés, ce qui représente 2 tiers des vaccinés du monde entier. Et ce que nous savons, c'est que le vaccin Pfizer n'est pas honnête avec les données qu'il propose. Il y a eu donc Pfizer a été obligé de publier ces informations de sécurité et donc durant les premiers, il y a eu beaucoup de décès durant les premiers, juste après le vaccin. Donc il y a des gens qui donc il y a eu 50 morts pour être plus précise et dans ce cas, selon moi, le vaccin aurait dû être retiré du marché. Donc selon moi, la FDA et Pfizer sont complices puisqu'ils maintiennent ce produit dangereux sur le marché. Et la campagne de vaccination continue. Nous avons de nouvelles informations avec la création de 158 000 différents effets secondaires qui seraient créés par le vaccin et par la répartition de l'ARN. Avec un de mes collègues, nous sommes persécutés. Il s'agit de médecins. Je vous parle de médecins qui font des traitements précoces des patients avec la COVID-19. Et il y a toujours des sceptiques. Bien sûr, il y a toujours du scepticisme sur le vaccin, mais il y a des docteurs maintenant qui ont peur de traiter des patients contre la COVID-19 et d'autres. Et ce sont les mêmes personnes qui ont accepté le vaccin de manière aveuglément. Et voici un autre exemple de censure. C'est une poursuite judiciaire. Je travaille tous les jours. Vous savez, je travaille à l'hôpital, notamment aujourd'hui. Et voilà, voici mon action pour vis-à-vis de ces poursuites judiciaires. Voici une lettre du Collège américain des docteurs qui me menace vis-à-vis de mes propos publics. Il y a une université qui m'enlève mon titre professionnel. Voici une autre lettre d'une autre fac de médecine je fais partie des éminents médecins qui ont fait partie de l'université. On me retire mon titre professionnel. Voici des lettres officielles qui sont signées à la main, ce qui signifie que ces médecins ont fait l'effort de signer cette lettre à la main, mais n'ont pas fait l'effort de passer un coup de fil pour suivre le processus officiel. Et voici une lettre de l'Association cardio-rénale des États-Unis que j'ai aidé à créer, du moins au niveau financier. Elle existe depuis des années. J'en suis le président depuis 5 ans et cette association a été dissoute sans que l'on ne m'en informe par téléphone, par réunion ou qu'il y ait un vote. Cette association a été dissoute et vous savez, il y a beaucoup de pouvoir derrière ces lettres. Et c'est ce pouvoir qui les a motivés. Mais la loi sur la liberté d'expression, c'est ce que je souhaite. Je souhaite son respect et c'est mon but. Et ce type de travail, cette activité est également importante. Je ne demande pas à ce qu'on m'interviewe, je suis invitée aux interviews et puis il y a une sorte de cartel médical qui essaie donc d'isoler certains de ses membres. Je pense que les mandats vaccinaux doivent être retirés, je l'ai dit clairement. Et donc voilà, aujourd'hui, j'appelle à l'action et j'appelle à la fin de toutes les restrictions. Nous devrions effectuer des tests chez les patients malades. Nous devons détecter les maladies au plus tôt et nous ne devrions plus mettre fin à ces débats sur les vaccins, sur le confinement, sur les masques. Il n'y a aucun risque grave d'infection récurrente. Nous devons traiter la COVID-19 très tôt et il y aura des patients à risque qui resteront à risque. Nous devons abandonner les mandats vaccinaux et
Et je m'arrête ici. J'espère que nous pouvons prendre encore quelques questions. Merci, Peter. Intéressant de voir que les situations sont similaires à celles que nous avons en France. Hélène, merci. Je vous donne le micro. Je vais vous répéter la question pour vous, hein, de façon à ce que vous puissiez comprendre. Je ne peux pas lui dire tout de suite. J'ai une question, pas seulement pour vous, mais tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Ce n'est pas une question seulement pour vous, Monsieur McKellen. En fait, vous avez parlé des vaccins et des dangers potentiels. Et j'ai une question pour vous et le professeur Billot qui est ici, parce que vous avez dit plutôt que le risque de décès de la Covid est divisé par 3 grâce au vaccin. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un vaccin peut protéger de mourir du Covid et en même temps être potentiellement dangereux? Il n'y a pas de preuve crédible que les vaccins réduisent la mortalité. Si le vaccin réduit la mortalité, la FDA l'aurait affirmé cela. Dans les essais, le dossier de randomisé de Pfizer, publié en septembre 2021, il y a plus de décès avec Pfizer qu'il y a de placebo. Et donc, dans toutes les données d'observation qui regardent l'hospitalisation et les décès, de mon point de vue, ceci n'est pas valide parce que elles viennent des hôpitaux et on ne prend pas en compte les traitements précoces, qui a un impact beaucoup plus sur l'hospitalisation et le décès et les gens vaccinés. Bien sûr, souvent, on va chercher les premiers traitements après, d'abord les premiers traitements. On sait qu'il y a un test asymétrique dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'adjudication. Donc, on ne sait pas s'il meurt avec le Covid ou du Covid. Mais il y a en fait un défaut dans les dossiers électroniques médicaux des hôpitaux, c'est-à-dire que non seulement ils comptent plus de gens dans les gens qui sont non vaccinés ou qui ont pris le vaccin, mais en fait s'ils meurent, ce sera un biais et pas valide. Je ne pense pas que toute affirmation sur laquelle les vaccins réduisent la vaccination et la mort est valide, et ce n'est pas supporté par toute étude randomisée. Je pourrais peut-être répondre à la question parce que c'était les données que j'ai présentées précédemment et que j'ai présentées. C'était les patients, les personnes dont on s'est occupé ici à Marseille. Et c'était 10 000 patients. Et c'était septembre-octobre. Donc, j'ai montré des données que nous allons analyser, que nous avons trouvées. Donc, on peut appliquer seulement dans ce contexte. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas généraliser sur un an après. On ne peut pas extrapoler pour le variant Omicron. Et ce qui est plus important, nous n'analysons pas des patients non infectés. Donc, vous me demandez comment est-ce qu'il est possible qu'un traitement peut être bénéfique et toxique en même temps. L'explication est très simple, c'est que la monotonicité, c'est que la même cause peut avoir toujours les mêmes effets. C'est pas ça, ça n'existe pas. Et en médecine, tous les médecins sont conscients que ça n'existe pas. Un traitement dans une condition peut être bénéfique et un traitement dans une autre condition peut être délétère. C'est pas nouveau en médecine, on le sait ça. Donc le vaccin peut être chez des jeunes qui ne sont pas prennent des risques de mortalité. Si vous n'avez qu'un décès chez des jeunes personnes, c'est délétère. Mais si le risque de complications en médecine, il y a
il y a deux personnes pour le médecin. D'abord, la probabilité statistique. Je vais regarder les données et la probabilité de complications à partir du traitement pour la maladie. Et la deuxième fois, c'est le ratio risque-avantage. Et pour chaque patient, un par un, vous devez évaluer ce risque, ce ratio risque-avantage. Ça n'a pas été fait pour la vaccination parce que, et je n'ai pas la réponse à ceci, parce que c'est aux décideurs politiques de prendre la décision, mais pour des médecins, pour chaque patient, vous devez mesurer le ratio risque-avantage. Mais les données que j'ai présentées, c'était les patients qui étaient positifs, et ces données, je les ai analysées avec Pierre Follet. J'ai confiance dans ces données. Ce n'est pas de la big data, ce n'est pas de la donnée massive. Ça concerne ce que nous avons ici. Et quant au nombre de décès, j'ai la confiance parce que c'était du registre de l'INSEE et du département d'information médicale de l'APHM, pardon. Et c'est intéressant d'avoir les données et les patients ici à l'IH. Si on devait le refaire avec le micron, très bien, et peut-être on aura, Pierre-Édouard va le faire, et si nous devons examiner des patients non infectés, ce n'est pas moi, mais des patients infectés, c'est quelqu'un d'autre. Peter, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec ce principe de cette analyse de risque-avantage. Dans ma pratique clinique, j'ai vu un patient qui avec une maladie pulmonaire grave, dépendance stéroïde et défibrillateurs à très haut risque. Il ne pourrait pas tolérer 2 heures de Covid. Il a pris le vaccin en janvier l'année dernière et il a pris le booster en août. Personne ne l'a contacté concernant un autre booster. Donc, personne ne l'a contacté. Donc, c'est intéressant. Les patients à le plus haut risque, leur programme de vaccin ne semble pas se préoccuper de. Cependant, il y a un appel en permanence de vacciner les enfants à bas risque, les étudiants en secondaire ou à l'université. Donc, l'appel en vaccination massive ne se concentre pas sur les patients à haut risque, donc dans les médias ou autres. Toute personne qui n'a pas eu de vaccin depuis le 1er octobre est non vaccinée. Ça veut dire que la majorité du monde n'est pas vaccinée, donc à l'heure actuelle. Et donc, les vaccins n'est pas comme un tatouage, on peut le prendre une fois et puis c'est une marque à vie. Et essentiellement, ça ne dure que 6 mois, un vaccin. Donc, beaucoup de gens ne sont pas ils ne sont pas absents des risques, et donc, ils ne sont pas seulement en risque de maladie, mais ils ne sont même pas conscients du fait que les vaccins ne durent pas longtemps. Voilà. Nous devons arrêter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Simplement pour vous dire à tous qu'il y a une discussion méthodologique importante à avoir. On ne peut pas le faire maintenant, mais vraiment poursuivre cette discussion. Comment calculer les all things being equal. C'est une discussion méthodologique importante. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'avoir. Merci beaucoup, merci pour votre présence.